passe la parole tout de suite à Pablo en attendant le groupe de Miguel et Clémence. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ces deux très brefs ateliers, en fait, des ateliers un peu éclairs. On aurait pu aimer prendre beaucoup plus de temps pour creuser ensemble avec vous et ressortir vos propositions, c'est ce qu'on fait d'habitude, propositions retravaillées collectivement. Mais là, on a eu deux super témoins, 3 témoins même, et qui ont entendu, écouté ce que vous avez dit. Je vous propose qu'à tour de rôle, vous nous exprimiez ce que vous avez entendu et que vous nous présentiez les quelques propositions que vous avez entendues. Et donc, on va commencer éventuellement par Pablo ou par vous, comme vous voulez. Non, nous, on a une participante, je ne sais pas votre nom, Florence, qui a noté très fidèlement ce qui a été échangé, donc on va lui passer la parole. Bon, merci. Je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus comme ça, mais bon. Alors, il faut que j'arrive à me relire. Donc, on a commencé par dire que l'important, c'était de retourner vers un bon sens collectif qui avait été perdu les 20 ou 30 dernières années, et ce bon sens passait par un retour à la nature. Et que si on voulait changer la ville, il fallait changer nos comportements via, alors là c'était plutôt une sorte d'expression qui avait été utilisée, enfin un travail qui relie, la notion de travail qui relie. Travail sur la nature, sur la végétalisation des villes, si je me souviens bien de ce qu'on a dit. Et donc ce travail commençait par le rôle des décideurs qui pouvaient aider à s'enraciner. Non, je crois que je mélange un petit peu. Donc les décideurs devaient plutôt aider ce travail qui relie. Ensuite, on a dit qu'il fallait s'enraciner dans la gratitude, déjà apprendre à apprécier la nature qui est à portée de nous et à portée des citoyens. Je ne parle pas trop vite. Donc un espace de partage où on se rencontre et on agit ensemble avec une notion de plaisir et de bien-être partagé donc. Et cela peut passer par des actions simples comme le jardinage urbain qui permet tout de suite de s'ancrer dans une notion de plaisir tous ensemble, sans être trop technique, mais en étant très efficace pour relier les gens entre eux. D'où aussi l'importance de l'empirisme et des savoirs, des connaissances des citoyens. D'où l'idée, là en partant de l'empirisme des citoyens, que le micro peut mener au macro grâce à une prise de conscience personnelle qui va se développer pour aller vers autre chose. Voilà. Alors après, là ça passe un petit peu à autre chose puisqu'on en est venu aux pistes cyclables. Qu'il fallait développer et sécuriser, notamment pour apparemment, il y a plutôt des femmes qui craignent un petit peu d'utiliser le vélo en ville, donc l'idée de pistes cyclables sécurisées et bien sûr arborées aussi. On est parti sur l'exemple d'un quartier, la Lironde, avec un entretien par un troupeau de moutons. Puis on est passé à l'idée que les arbres constituaient des îlots de chaleur et de l'ombrage.
Donc pour ça, il faut planter, mais aussi il faut mieux planter. Donc là, je pense que ça faisait référence aux espèces utilisées, plus ou moins adaptées. On en avait parlé tout à l'heure, là, vous en avez parlé. La notion de qualité de vie. Après, on a parlé plus de la difficulté dans l'ancien aussi d'arriver à végétaliser. Là, c'était un petit peu un problème particulier. Comment végétaliser les cœurs d'îlots anciens. Et la solution qui a été avancée, c'était de supprimer systématiquement une bande de stationnement. Mais on en est venu à la conclusion que c'était très difficile, parce que c'est difficile de réduire la place de la voiture en ville. On a toujours les logiques financières et des promoteurs qui écrasent tout le reste, alors qu'on devrait avoir besoin de plus d'humilité. Donc voilà, il faut limiter la voiture pour favoriser la marche à pied, le vélo, limiter le macadam, réintroduire la biodiversité, la faune, comment faire se rencontrer le domestique et le sauvage. Voilà, et il y avait une expression sympa qui était remettre en selle le vélo. Après, on a vu qu'il y avait plein d'espaces à en reconquérir dans les villes, des friches, avec peut-être créer un droit local. Alors apparemment, ça existe, ça existe déjà avec les permis de végétaliser, mais voilà, c'est l'idée qu'un habitant peut solliciter la municipalité en demandant un droit à planter sur un petit espace dans la ville, moyennant finances et conseils techniques. Voilà, on ne s'approprie pas l'espace, mais on l'investit. Voilà, une végétalisation naturelle plutôt que des parterres de fleurs avec peut-être un aspect un peu plus artificiel. On retourne à des fondamentaux, sachant que voilà, on se posait la question, est-ce que végétaliser peut inciter à se déplacer à pied, à vélo ? Et on a eu une conclusion, sans relation avec la nature, l'homme devient malade. Voilà. Ouais. Et puis un scénario, alors voilà, c'est un peu long. Une idée de scénario, quelle serait la ville ou la métropole en 2050 avec la nature, mais est-ce qu'on ne va pas être obligé d'engager des procès ou des actions plus radicales pour y arriver? C'est un peu long, désolé. Merci. Je vais passer la parole à Pablo. En tout cas, on a beaucoup débattu du panel d'actions qui s'offre à nous. On a vu que à toutes les échelles de la ville et à toutes les échelles de l'action possible, qu'on soit simple citoyen ou une métropole organisée avec tout le relais des services et des élus, toutes ces actions sont à mener de concert et en parallèle. Alors nous, on a partagé un peu ces constats et ces désirs autour de la viabilité, de la ville saine, du respirer, de l'apaisement, des besoins essentiels de respirer, de rafraîchir. On a constaté au long du parcours aussi qu'on était un groupe de professions relativement intellectuelles, voire techniques, sur les questions de l'aménagement urbain d'une façon assez large. Et donc on a partagé ces questions. On s'est aussi interrogé nous-mêmes sur l'historique de notre engagement sur la question climatique, nous rappelant qu'il y a 40 ou 50 ans, on n'avait pas forcément voté écologiste et qu'on ne portait pas avec autant de véhémence et d'urgence ces idées-là, qu'on est aussi dans un mouvement historique, dans un moment où on a une tension entre cette situation un peu de réveil entre guillemets, où on a les yeux encore un peu collés, et en même temps on se dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, mais pourquoi on fait pas tout de suite, et pourquoi on n'a pas fait avant, pourquoi on n'est pas prêt tout de suite à dégainer, enclencher, pourquoi la décision n'est pas prise, pourquoi les élus n'agissent pas plus vite, comment stopper la course à la bétonisation et redonner de la place à la nature. Il faut certainement lever les défenses qu'on a construites patiemment au long de l'histoire
pour tenir la nature et le sauvage hors de la ville. On a déployé pas mal d'énergie pour ça. Il faut du coup revoir le système, prendre en considération le métabolisme urbain. Pour cela, il faut donc plutôt aider la nature que attendre seulement que la nature nous aide. Il faut reconstruire le respect et accepter ce que la nature est, comment elle fonctionne, et qu'elle n'est pas simplement à notre service, mais plutôt c'est quelque chose dont nous faisons partie. Il faut donc dépolluer. Moi, je rajouterais le terme de restauration écologique urbaine. C'est une idée qui commence à avancer. La restauration écologique, c'est ce qu'on fait pour les milieux naturels. Elle commence à être citée tant que telle dans les environnements urbains. On a parlé du cas de Marrakech, qui avait beaucoup d'arbres, où les habitants avaient appris à vivre avec la chaleur. Il y a aujourd'hui des contradictions. Certains demandent qu'on abatte les arbres pour avoir de la lumière des appartements, d'autres apprécient l'ombre. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un consensus facile et que des intérêts, des tendances contradictoires coexistent, que le privé se positionne, que les compagnies de télécom investissent dans les parcs, prennent en charge l'entretien, mettent des panneaux et mettent leurs ordinateurs, ils font leur communication là-dessus. Cette contradiction touche aussi les demandes que les services techniques et que le politique reçoit, donc des demandes contradictoires, plus d'arbres, moins d'arbres, plus propre, moins propre. C'est pas toujours très facile, d'autant que finalement on se sent dans un certain isolement et on se ressent même quasiment comme des illettrés du verre et de l'agriculture. On ne sait pas faire, on a envie, mais c'est pas notre histoire personnelle, c'est pas nos compétences professionnelles. On voudrait, mais on ne sait pas forcément. On veut apprendre, on veut des cours gratuits, des ateliers, des lieux pour se trouver, pour apprendre ensemble, pour apprendre aux enfants. La permaculture devait être à l'école en lieu et place d'autres disciplines inutiles. Ça a été dit tel quel. Et finalement, on a une petite idée un peu plus sur le plan de l'imaginaire, qui est celle de poser des jardins sur tous les toits des bus et des taxis. Donc les transports publics et individuels pourraient se faire vecteurs de la dissémination du végétal. Enfin, pour nous défouler de toute cette situation compliquée qui ne présente pas vraisemblablement une solution simple et funky à mettre en œuvre en quelques minutes de concertation, on irait bien péter un peu de bitume. Moi, j'ai une petite chose à rajouter qui est sortie souvent de ces discussions-là. On sent bien qu'on est en période préélectorale. Il y a un petit peu de ça dans l'air de cette assemblée aujourd'hui. Et à ce titre-là, on a bien constaté lors de la discussion qu'il y avait un double enjeu de transformation intime et personnelle de notre rapport à la nature, de ce ralentissement dont on parle, et de ne plus utiliser le système démocratique, les élus comme l'ennemi qui n'a pas fait le boulot, mais au contraire de les sommer, de proposer un programme à la hauteur de nos attentes. Et je disais tout à l'heure qu'il y aurait une évidente coloration verte à toutes les propositions électorales de l'année prochaine, et on allait voir celui qui déteint au lavage ou pas, en fonction de leur véritable programme et de la profondeur de leurs propositions. Celui qui est teinté dans la masse ou celui qui a été simplement superficiel. Tout ça pour dire que c'est nos aides, ces gens-là, si on les élit, ils ont en main toute une organisation, un système et des outils pour mettre en place, dont Laurent est le représentant, et donc plutôt travailler avec ces structures-là dans une combinaison de services publics et de citoyenneté, ce qui manque aujourd'hui malgré les initiatives qui sont lancées. Et on voudrait plus jardiner en tant que citoyen, et on voudrait plus aider
la collectivité à répondre à ces enjeux-là. Juste compléter, effectivement, ma position aujourd'hui n'est pas forcément facile, puisque effectivement, je suis fonctionnaire territorial, donc j'ai une obligation de réserve, surtout en cette période-là. Par contre, je voulais mettre quand même 3 actions en évidence qui sont pas toutes fraîches, qui sont pas opportunistes par rapport aux élections qui s'annoncent. On en a parlé notamment en termes d'actions à travers les jardins partagés. On parlait de cours de permaculture gratuits. Il y a déjà des cours qui existent à travers Montpellier Main Verte où vous pouvez vous inscrire et venir participer à des ateliers de jardinage. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. On avait la chance lors de ces petits ateliers, on était convaincus, on était tous convaincus par l'intérêt de la nature en ville. Mais en tout cas, c'est pour faire boule de neige par rapport à d'autres personnes qui ont peur de venir jardiner, et donc de les inviter à partager, pas forcément jardiner, mais en tout cas des moments de convivialité. Le deuxième point, c'est planter des arbres. C'est pas depuis hier qu'on plante des arbres, on a toujours planté, la ville se construit, on pense aux arbres aussi. Donc c'est vrai qu'on le formalise à travers des actions aussi. On a parlé de l'éducation, la sensibilisation auprès des enfants. Dès qu'on peut y associer des groupes scolaires ou des centres de loisirs, et là, depuis 2-3 ans, la population, on essaye de faire des actions aussi d'ampleur, d'inviter la population à passer à l'action, à venir planter un arbre plutôt que de se laisser porter et faire planter ça par soit les jardiniers de notre direction ou par des aménageurs. Donc, mais vraiment revenir toucher la terre, prendre une pelle. Ça demande un effort, arroser, continuer d'arroser ces arbres-là et voilà, s'identifier à ce qu'on fait pour que ce soit durable. Et le troisième point, c'est le permis de végétaliser. Alors c'est une traduction aussi de ce qui s'est fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire effectivement venir investir l'espace public en plantant. Donc là, on accompagne le public parce que y a des aspects techniques qu'on souhaite maîtriser. Mais là aussi, j'invite chacun à s'inscrire et puis à venir planter, investir l'espace public. Là aussi, ça fait boule de neige parce qu'on pourrait espérer demain que ce soit plus un permis de végétaliser, mais une obligation de végétaliser. Et de temps en temps, effectivement, en se promenant dans les rues, il y a des gens qui commencent à déchausser quelques pavés, à venir planter. Donc ça aussi, ça fait plaisir. On voit que ça prend forme. Toute petite réaction du coup de manière très concrète parce que ça a été évoqué effectivement sur l'atelier là, c'est un citoyen qui identifie du coup un espace en friche, un espace en tout cas qu'il aimerait pouvoir investir. Est-ce qu'il peut solliciter la collectivité, la commune pour investir de manière très concrète? Comment ça se passe si quelqu'un identifie un espace friche près de chez lui et qu'il aimerait y planter? Est-ce qu'il peut aller récupérer un arbre, des graines quelque part pour investir cet espace-là? Alors oui, on est souvent sollicité par les conseils de quartier ou les comités de quartier ou les associations. Alors soit pour des espaces en friche, mais là on fait attention parce que les espaces en friche aussi ont un intérêt. C'est la nature entre guillemets sauvage. Donc on cherche avec eux, à partir du moment où il y a une volonté d'investir l'espace, on cherche le meilleur site possible pour traduire leur volonté, soit c'est de simplement jardiner en commun. Donc voilà, on essaye d'adapter à chaque fois. Là. Non. Et si vous n'avez pas d'espace à réclamer à la ville, jardinez à Tropisme. Il y a un merveilleux jardin qui a été créé ces dernières semaines. Et qu'on a inauguré hier soir. Le jardinier est là, Stéphane. Un véritable espace de liberté à saisir. Et c'est vrai, l'idée c'est qu'on n'a pas encore vraiment réfléchi à comment on va en faire un objet collectif de ce jardin, mais on ne va pas nous passer notre temps à arroser. Toi, tu ne vas pas passer ton temps à venir d'Aix-en-Provence pour arroser. Donc, de façon presque nécessaire, ça va devenir un objet collectif. Merci beaucoup à vous d'avoir participé, vous tous, le public, vous les invités à avoir participé à cette table ronde. On enchaîne très directement sur une question qui est très directement reliée à celle précédente. Comment on va se positionner sur ce territoire qui nous entoure dans cette perspective de 3 degrés de plus? Et pour donner quelques éléments de réflexion, non pas de réponse parce qu'on n'est pas non plus des devins, on donne la parole à AMO, une association composée d'urbanistes et d'architectes qui ont un groupe de travail qui vraiment réfléchissent à 360 degrés sur cette question de
quelles répercussions sur le bâti, sur la santé, sur les déplacements peuvent avoir une telle incidence, c'est-à-dire penser la ville avec 3 degrés de plus. Et j'appelle à la barre nos prochains panélistes. Merci en tout cas à vous tous.